Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Cette fois-ci, on a décidé avec Dorian de parler du syndrome fémoro-patellaire qui a été demandé par certains utilisateurs sur lesquels il y avait des doutes par rapport peut-être au diag et aussi au plan d'appareillage. Je vous rappelle qu'on va essayer de répondre aux questions, essayer de les poser dans la partie chat, pas dans la partie questions, parce qu'on regarde surtout cette partie chat. N'hésitez pas dans la partie chat aussi à nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, et en fonction, si jamais vous avez des soucis, que ce soit de son ou d'image. Du coup, on va pouvoir passer à la présentation. Je laisse Dorian se présenter en 1 minute, vraiment court, parce que tout le monde te connaît maintenant. Et ensuite, on va passer à la présentation. Donc, bonjour à tous. Bonjour Pierre-Louis. Donc, je suis Dorian, je suis podologue à Châteauroux. Ça fait 3 ans que j'utilise la solution scientifique. Donc, voilà, comme a dit Maxime, on va parler du syndrome fémoro-patellaire. Donc, un petit peu comme les derniers webinaires, je fais une petite présentation d'abord de ce qu'est le syndrome fémoro-patellaire et ce qu'il faut garder en tête. Et puis, bravo Pierre-Louis, effectivement. Et puis, en première partie, je vais essayer d'être bref parce que ça peut être hyper vaste le syndrome fémoro-patellaire. Et puis après, ça sera la présentation d'un cas clinique. Donc, je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran. On va pouvoir commencer. Alors, voilà, donc le syndrome fémoro-patellaire, donc d'une manière globale, les patients qui se présentent avec un syndrome fémoro-patellaire présentent une douleur de la face antérieure du genou, une douleur qui peut se présenter vraiment de plusieurs manières. Ça peut être des douleurs circulaires autour de la rotule. On a des patients qui peuvent nous décrire des douleurs derrière la rotule. Des fois, c'est des douleurs inégligimales, c'est des douleurs diffuses, vraiment mal localisées. C'est des patients aussi qui, des fois, peuvent présenter des craquements ou qui nous disent je sens mon genou qui est instable, ma rotule qui est instable, sans avoir de vraie luxation de rotule. Ça, on verra, on en reparlera un petit peu après. Ça fait partie des éléments, des facteurs aggravants. Mais voilà, et des fois, les diagnostics sont pas également toujours très bien posés parce qu'on peut avoir un médecin généraliste qui va nous dire c'est une tendinopathie de la patte doigt, un truc comme ça. Et puis, quand on vient interroger le patient ou palper, on voit que c'est pas tout à fait le cas. Donc, au niveau des patients touchés, c'est majoritairement une pathologie féminine. Il y a des hommes également, mais c'est vrai que c'est essentiellement la femme, plutôt jeune ou adolescente. Alors, le facteur sportif, c'est soit on a des patients qui sont sportifs qui présenteront des douleurs au sport, ou alors justement des patients pas très sportives, un petit peu hypotoniques, qui vont présenter également ce type de douleur. L'hyperlaxité, c'est vraiment un facteur très fréquent dans ce type de pathologie, un facteur favorisant qui n'est pas exclusif. On peut avoir des syndromes fémoro-patellaires sans hyperlaxité. D'une manière globale, c'est présent plutôt chez le sujet jeune parce que en vieillissant, on perd l'hyperlaxité et c'est pour ça qu'on en a un petit peu moins également avec l'âge. Les causes sont multifactorielles. Alors, elles peuvent être, comme je disais, par rapport à une hyperlaxité, elles peuvent être idiopathiques sans cause particulière. Elles peuvent être liées à un défaut d'axe du pied, du membre inférieur, un défaut de l'angle Q. Donc l'angle Q, en fait, c'est cette déviation. On le voit là sur le schéma. L'angle Q, il est donné par l'axe entre l'épine iliaque antéro-supérieure, le centre de la patella et la tubérosité tibiale. La valeur moyenne, c'est 13 degrés. Et donc, un angle Q qui va être augmenté, ça va augmenter les tensions, les tiraillements et ça va surtout retranscrire défaut d'articulation de la rotule par rapport à sa trochlée. Donc, au niveau des causes, voilà, ça peut être aussi chirurgical ou post-traumatique, mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça va me revenir. Donc, ouais, en tout cas, clairement, l'axe du membre inférieur, lui, joue énormément. Donc, le mécanisme global de la douleur, en fait, c'est une compression des facettes articulaires rétro-patellaires sur la trochlée fémorale. Mécaniquement, la rotule, comment elle fonctionne? Donc, quand elle est toujours enclenchée dans sa trochlée, quand le genou est tendu, elle est enclenchée mais sans compression. Et dès qu'on enclenche le genou en flexion, quand on commence à avoir 30 degrés au niveau de la flexion du genou, à ce moment-là, on crée de la compression au niveau des facettes articulaires et c'est souvent à ce moment-là que la douleur est produite. Le syndrome du cinéma, il est assez fréquent dans le syndrome fémoro-patellaire. Donc, c'est les douleurs
qu'on a chez des patients qui sont en position assise prolongée, donc soit au moment d'être assis ou sinon au moment de se relever. Et justement, il est lié à ça. Quand on est assis, quand on a le genou fléchi, la rotule est en compression permanente pendant plusieurs heures, si on reste au cinéma justement à regarder un film, et c'est pour ça que ça crée des douleurs. Il y a également des douleurs, un facteur musculaire qui est important, une dystonie entre les muscles du quadriceps, entre le vaste interne et le vaste externe, souvent un déficit du vaste interne, une raideur du triceps sural ou de la chaîne antérieure du quadriceps, en fait, qui vont également favoriser le triceps sural. Il s'insère à la base du fémur, donc il va favoriser une légère flexion de genou et donc toujours créer une petite compression en fait au niveau des facettes articulaires. Et à l'inverse, une raideur de la chaîne antérieure du quadriceps qui également va tirer en permanence sur cette rotule. On va passer sur la diapo suivante. Voilà. Au niveau de l'examen, c'est important également de tester son genou. Alors, au niveau du genou, il existe vraiment plein de tests avec des noms toujours aussi sympathiques. Donc, je pense que le but, c'est pas forcément de retenir comment s'appelle le test, mais c'est de savoir ce qu'il faut faire pour bien le réaliser et surtout ce qu'il nous donne comme information. Je pense que l'intégralité des tests du genou, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire complet ou même d'une formation parce qu'il y en a vraiment un paquet. J'en ai fait ressortir 2 qui sont assez pertinents et qui sont finalement souvent utilisés dans les études pour les syndromes fémoro-patellaires. Donc, on a le test de Smiley qui étudie la stabilité frontale en fait de la rotule. Alors, comment il se réalise? On met la rotule, soit on la dévie en interne, soit on la dévie en externe. Dans les limites de sa mobilité, il ne faut pas aller chercher à forcer et on demande à la patiente de faire une flexion volontaire au niveau de son genou. Il est positif soit quand la patiente décrit une douleur, soit quand on a une contraction réflexe au niveau du quadriceps. Donc voilà, donc ça nous renseigne réellement sur comment s'articule, comment s'enclenche cette rotule dans sa trochlée. Il y en a également le glide test. Donc le glide test, ça permet d'étudier la mobilité. En fait, c'est quoi? C'est plutôt ça étudie soit la laxité, soit la raideur des rétinaculums patellaires, donc des ailerons rotuliens en fait. Donc le but, c'est quoi? C'est de déplacer la rotule. On divise déjà virtuellement la rotule en 4 cadrans et on dévie la rotule soit en interne, soit en externe. Si la rotule ne peut pas aller au-delà d'un cadran au niveau de sa largeur, ça veut dire qu'on a une raideur du rétinaculum. Et si au contraire, on va au-delà de 3 cadrans, à ce moment-là, on a une hyperlaxité d'un rétinaculum. Donc ça, c'est un test finalement très facile pour objectiver une problématique au niveau des stabilisateurs propres de la rotule. L'imagerie, elle est peu utile. Alors, dans une étude suisse, ils disent, eux, ils la conseillent à partir de 3 mois d'échec de traitement médical. Donc, en faisant d'abord une radio qui va nous permettre déjà d'étudier la forme de la rotule, voir s'il n'y a pas une dysplasie fémoro-patellaire, et également de voir un diagnostic différentiel qui peut vraiment être varié. Ça peut être une ostéochondrite disséquante, une arthrose fémoro-patellaire, alors selon l'âge de la patiente, mais au moins une chondropathie. Et également, il ne faut pas oublier tout ce qui peut être cause sur les parties molles, donc une tendinopathie, du tendon rotulien, du tendon quadricipital, une bursite, la maladie de Hoffa, il faut également y faire gaffe. Et puis, selon l'âge également, penser à tester les Osgood Chatter, mais c'est vrai que ça, à la palpation, on fait assez vite la différence. Ouais, on peut passer du coup. Voilà, donc au niveau des facteurs aggravants, ça aussi, c'est important de les chercher puis de les mettre en avant. Donc, la dysplasie fémoro-patellaire, donc c'est effectivement soit une trochlée fémorale qui va être pas assez creusée ou alors des facettes articulaires au niveau de la rotule. Donc, elles sont légèrement triangulaires qui vont pas être assez marquées. Donc, ça va faire que la rotule va mal s'enclencher et donc, ça va mettre une petite instabilité. Le surpoids qui est un élément qui est très fréquent dans les gonalgies d'une manière générale et l'inactivité parce que si on a un patient qui a un quadriceps qui est pas de bonne qualité, sans dystonie particulière entre les vastes internes ou externes, mais ça va moins bien verrouiller la rotule. Donc, ouais, rechercher les instabilités fémoro-patellaires avec des luxations ou subluxations, mais des vrais, hein, quoi. Oui, ma rotule, elle est instable, je me la luxe. Au final, quand on questionne, on voit que c'est des patients qui se sont jamais luxés la rotule. L'arthrose fémoro-patellaire. Et puis, voilà, le traitement doit être au maximum conservateur. La chirurgie, là-dessus, elle doit vraiment être
en dernier recours, les chirurgies sur du syndrome fémoro-patellaire. Donc, ça peut être pour pallier à justement une dysplasie fémoro-patellaire. Donc, soit recreuser la trochlée fémorale ou reformer un petit peu la rotule. Ouais, des fois, il joue aussi sur les rétinaculums, mais il faut vraiment l'éviter au maximum. Après, donc, il faut rééquilibrer l'axe du membre inférieur, donc pied et membre inférieur dans son ensemble. Également, le traitement musculaire est intéressant, alors souvent par kiné. Soit assouplir les chaînes musculaires, c'est souvent associé d'ailleurs, c'est assouplir les chaînes musculaires, donc triceps sural, quadriceps, et renforcer le quadriceps. Le kiné, s'il a fait son bilan correctement, il est censé également déceler une dystonie entre le vaste interne et le vaste externe et le travailler de manière spécifique. Le K-typing est assez intéressant en antalgique également au niveau de ces douleurs. Je sais que j'ai de bons résultats. Alors, c'est pas durable, hein, bien sûr, c'est le temps qui porte la bande, mais c'est vrai que ça peut bien nous aider. Et alors, en ce qui concerne les attelles, pour stabiliser la rotule, donc dans ce cas-là, il vaut mieux favoriser les attelles très souples qu'on a les genouillères là qu'on a en magasin de sport, même juste en tissu. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que ça peut aider le patient sur le coup, mais que à terme, ça va affaiblir un petit peu le genou. Donc, quand il m'arrive de les conseiller, ça va être des patients qui sont vraiment en échec de beaucoup de traitements. Et dans ce cas-là, le deal, c'est ils peuvent porter ce type de genouillère, mais uniquement à la pratique sportive. Ou alors, c'est des patients qui sont déjà un petit peu accoutumés à ce type d'attelle. Et donc, le but, c'est d'essayer de leur faire diminuer le port de l'attelle pour le mettre plus qu'à la pratique sportive. Voilà, donc on va passer au cas clinique. Je reprends juste si j'ai rien oublié. Non. Voilà, au niveau du cas clinique, donc c'est une patiente, 29 ans, 55 kg pour 1m66, donc équilibré, pas de surpoids, qui a un travail administratif, sédentaire, qui porte des chaussures à talons environ 8 cm de manière quotidienne. Donc au niveau de son boulot, c'est une patiente qui est plutôt surmenée, qui a très peu de temps pour elle, mais qui fait quand même pas mal de sport. Donc, au niveau de la natation, elle a 3 fois par semaine. Elle fait les 4 nages. Et en course à pied, 1 à 2 fois par semaine sur sol souple. Elle est en réduction 1 à 2 fois par semaine. C'est pas le rythme qu'elle a habituellement. Elle est plutôt sur 2 à 3 fois par semaine. Et elle court avec des chaussures ASICS Cumulus, assez récentes, mais elle est sur du ASICS depuis un moment. Donc, elle a été adressée en fait par son ostéopathe. Qui la traite depuis plus d'1 an pour une tendinopathie de la patte doigt. Donc, elle est soulagée quelques jours et puis ça revient. Donc, il a déjà vu plusieurs fois là-dessus. Donc, là, il s'est dit, il y a peut-être un problème d'appui. Donc, allez voir le podologue. Et en fait, son travail administratif, c'est dans une clinique. Donc, elle en a aussi parlé à un chirurgien qui ne l'a pas consulté, hein, mais qui lui a dit, oui, bah, c'est sûrement un syndrome rotulien, il faut aller voir le podologue. Et du coup, elle a également quelques douleurs dorso-lombaires sur une petite scoliose. Donc, au niveau des douleurs, donc dans son descriptif, elle a vraiment une gonalgie donc antéro-interne bilatérale. Pas de blocage ressenti au niveau de son genou, mais quelques craquements. Donc, c'est des douleurs qui sont irrégulières, alors qu'ils sont systématiques à la course à pied. Et en fait, elles sont irrégulières au quotidien. Donc, parfois, elle a un syndrome du cinéma, parfois, elle a des douleurs à la marche. Et c'est des douleurs qui ont vraiment une tendance à l'aggravation. Donc, au niveau des autres antécédents, on ne retrouve rien de particulier, pas de fracture, pas d'entorse, pas de chirurgie non plus. Au niveau de l'examen clinique en décharge, donc au niveau de la palpation déjà, donc elle avait une aponévrose plantaire et un tendon calcanien qui était sensible des deux côtés, donc ça montrait quand même une chaîne postérieure un petit peu en souffrance. Pas d'épine irritative d'appui plantaire retrouvée à la décharge, donc ni à la palpation, ni au test des manœuvres de convergence podale. Le tibial postérieur était douloureux au niveau du côté droit sur son insertion distale, à gauche rien. Et du coup, voilà, quand on monte au niveau des genoux, pas de douleur au niveau des pattes doigts du tout. Donc, le diagnostic posé par l'ostéo sur la patte doigt était sûrement pas le bon. Et bon, le chirurgien qui lui a dit 2-3 mots avait sûrement plus raison à ce niveau-là. Les tendons rotuliens et quadricipitaux sont également indolores. On est vraiment en fait sur une douleur au niveau de la face articulaire, de la facette articulaire interne de la patella. Quand on vient crocheter sous la rotule, quand on appuie, c'est là qu'on lui crée des douleurs. Ces rétinaculums, eux, restent indolores. Le TFL aussi. Au niveau du testing, donc je lui ai fait un test de Smiley qui était positif des deux côtés en déviant justement la rotule vers l'interne. Le rabot était négatif. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Et au niveau du glide test, et donc là, on retrouve également de manière bilatérale une hypermobilité au niveau de la rotule en interne.
Le reste des mobilisations, voilà, pas de limitation au niveau des flexions, extensions, pas d'instabilité, pas de tiroir particulier, donc vraiment des mobilités respectées. Et une petite inégalité de longueur des membres inférieurs du côté gauche, inférieur à 1 cm. On peut passer. Voilà. Au niveau de la statique, ensuite, en charge, donc je vais déjà parler de ce que j'ai vu visuellement. Donc, au niveau de la distance doigt-sol, elle était à 0 cm. Et donc, pas de restriction particulière au niveau de sa chaîne postérieure. Donc, ça, c'était plutôt un bon point. Le centre de gravité, par contre, est très, très avancé. On verra après sur les images de podométrie qu'elle a une répartition d'appui qui est vraiment marquée sur les avant-pieds. Les axes calcanéens sont globalement respectés. On retrouve par contre une pronation modérée du médio-pied qui est réductible avec un flou de posture index qui est à plus 6 et les plaques des pieds globalement symétriques. Quand on la teste en unipodal, en statique, les avant-pieds sont fonctionnels. On ne voit pas le premier rayon décollé ou en insuffisance d'appui. Par contre, sur la podométrie, c'est pareil, on va voir qu'il y a des petites choses à ce niveau-là. Voilà, il présente un genou valgum bilatéral qui est modéré et qui est majoré en flexion unipodale, avec une convergence au niveau de la rotule. Donc, la flexion unipodale permet de visualiser un petit peu mieux ce qui se passe finalement au niveau de la dynamique, parce qu'on crée une flexion, on engage la rotule et on la met surtout en compression par rapport à sa trochlée. Donc, le report d'appui sur l'avant-pied, j'en ai parlé, et elle est également décalée un petit peu à droite avec 4 kg d'écart, une surface portante légèrement diminuée. Donc, au niveau du test posture-dynamique, il y avait une dysfonction au niveau du côté gauche sur le plan scapulaire et lombaire. C'était normalisé par des BRC de 2 et un EAI au niveau du côté droit. Donc, ce qui permet finalement, en palpation, on n'avait pas retrouvé, mais en charge, on suspecte quand même une épine irritative d'appui plantaire. Donc, Rien. Tu peux nous rappeler pour la BRC, le AI, enfin toi, c'est des prédécoupes, tu utilises quel type de matériaux pour aller faire cette normalisation? Ouais, j'ai des petits éléments en fait, c'est du microcellulaire fermé, donc découpé en différentes hauteurs ou des résines. Le AI, je le fais en résine et donc je teste mes cales. Et puis je teste des fois, bon, on se doute un petit peu ce qu'il faut mettre, et puis des fois je teste et je vois ce qui permet de normaliser le test posturodynamique. Donc ça me fait souvent le plan d'appareillage au niveau des cales de stimulation. Et après, pour le reste du traitement, c'est plutôt au niveau de la dynamique ou de l'axe des pieds que je continue d'affiner en fait. Ok, mais il va y avoir une correspondance entre les éléments que tu vas positionner et après le plan d'appareillage. C'est ça, on va le voir à la fin, la localisation de certaines zones de rigidité, de stimulation notamment. On peut revenir, Maxime, sur la diapo d'avant. Voilà, au niveau de la posture, du coup, donc on voit ce vertical de barré qui était décalé au niveau du côté droit et puis également en avant, une gibbosité dorsale à droite, donc le genou valgum. Et puis, elle avait une préférence motrice. Alors, j'ai mis plutôt aérienne. Pourquoi? Parce que quand on la teste en statique, au niveau des chaînes musculaires, elle est plutôt sur un profil aérien. Dans sa foulée, elle avait plutôt une attitude terrienne. Elle avait des chaussures qui sont plutôt des chaussures pour terriennes. C'est vrai que le profil terrien sur les gonalgies antérieures, ça sollicite un petit peu en fait la chaîne antérieure. Donc le but, ça a quand même été de la rapprocher un petit peu plus de son profil aérien au niveau du traitement et du conseil chaussures. Alors pour Pierre-Louis, pourquoi EAI à droite du coup? Parce que c'est ce qui marchait quand je l'ai testé pour normaliser son posturodynamique. J'ai d'abord testé les BRC, ça n'a pas marché. J'ai augmenté la hauteur, il y avait toujours des dysfonctions, donc je suis reparti sur une BRC de 2. Et puis ensuite, j'ai mis les EAI, donc j'en ai mis des deux côtés, ça normalisait. Puis j'en ai retiré un pour voir. Bon, en fait, c'est vraiment mon testing qui a permis de voir où le placer. On va passer sur la diapo d'après. Du coup, voilà. Donc, au niveau de la podométrie, donc on retrouve voilà, ce report d'appui de 4 kg au niveau du côté droit. D'une manière globale, voilà, elle était très en avant. On était entre 56 et 57% d'appui sur l'avant-pied, ce qui est vraiment très élevé. La norme, hein, c'est 65 sur les talons, 35 sur les avant-pieds, hein, grosso modo. Donc là, on est plutôt sur une répartition inversée. Elle a des hallux qui plaquent. Par contre, c'est vrai que quand on regarde ses appuis, on voit qu'elle a une surcharge plutôt des têtes externes au niveau du pied gauche. Et pourtant, quand on testait le AI, c'était pas à gauche qui fonctionnait, c'était au niveau du côté droit. Mais on voit quand même voilà, qu'il y a une petite problématique. Malgré des avant-pieds fonctionnels, on voit que sur son avant-pied, c'est quand même pas parfait à ce niveau-là. Voilà. Et malgré un appui complet de ses pieds, les bords externes sont sur un appui quand même relativement faible. On va passer sur la diapo d'après.
Voilà, donc ça, on part sur de la dynamique maintenant. Donc, au niveau de l'analyse de l'indice LM, donc c'est l'indice de latéromédial du comportement du pied en fait en pronosupination. Les courbes présentées, c'est des courbes de force. Normalement, quand une courbe est physiologique, elle doit monter dès le début, rester sur une valeur positive en plateau. Alors, la norme, globalement, on est sur du 180 et plonger à la fin, ce qui montre la propulsion. Donc, on voit que la propulsion s'effectue. On voit que tous les orteils n'appuient pas, donc elle va propulser par les orteils un petit peu, mais également par sa palette métatarsienne. Par contre, on a une courbe qui a du mal à se maintenir. L'indice LM est à 0,8 au niveau du côté droit, 1 au niveau du côté gauche. Donc, on est sur des indices qui sont bas, qui correspondent à une pronation dynamique qui est majorée également au niveau du côté droit, ce qui peut expliquer pourquoi son tibial postérieur aussi était douloureux sur le pied droit et pas sur le pied gauche, parce qu'on a un pied droit qui va être un peu plus pronateur que le pied gauche. Et au niveau des genoux, bon, les douleurs étaient globalement symétriques. Elles ne décrivaient pas un genou plus douloureux que l'autre, mais voilà, au niveau, autant en statique, on voit, oui, il y a une petite pronation du médio-pied, mais qui n'est pas majeure. Par contre, en dynamique, c'est quand même quelque chose qui s'accentue de manière assez nette. Voilà, au niveau de la dynamique toujours. Donc là, on a d'autres courbes. Sur la partie droite, là, les courbes du dessus. Donc, on est sur des courbes de force qui, c'est pas du tout l'indice LM, c'est vraiment la répartition des forces au niveau de la dynamique. Donc ça, c'est intéressant pour étudier la stabilité pelvienne. Elle a de belles courbes, ça fonctionne correctement. Donc justement, avec une courbe qui monte en plateau, on a une inflexion quand on est sur le plateau. Autant sur le pied gauche que sur le pied droit, cette inflexion, ça retranscrit la mise en action en fait des muscles stabilisateurs pelviens. Donc là, on voit que ça remplit complètement son job. Donc ça, c'est important parce que un bassin qui ne va pas travailler de manière efficace, ça peut le mettre en rotation et pareil, ça va dévier l'axe fémoral. Donc ça peut également jouer sur l'angle Q. Donc chez elle, on est vraiment sur une cause plutôt basse d'action ascendante et propre également au niveau du genou qu'une action descendante qui part depuis le bassin. Au niveau de la durée des appuis, on a une durée du pas qui est assez symétrique entre le côté gauche et le côté droit, une durée de balancement qui est légèrement augmentée parce qu'elle doit justement rechercher un petit peu à se stabiliser par rapport à cette attitude pronatrice. Et ensuite, quand on regarde la répartition des appuis, donc on la voit toujours en surcharge au niveau des avant-pieds. On a un premier rayon qui fonctionne parfaitement au niveau du côté gauche. Par contre, quand on est sur le pied droit, on voit qu'il y a un déficit d'appui au niveau du premier rayon, au niveau de la première tête métatarsienne. Donc ça, finalement, ça va un petit peu en lien avec le testing qui avait été fait sur la statique et donc justement de l'EAI. Et du coup, les orteils qui sont pas super efficaces. Je reprends juste si j'ai rien oublié là-dessus. Non, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Au niveau d'analyse vidéo, ensuite, donc on va regarder déjà la vidéo de face. Donc c'est la partie les images de droite. Donc on retrouve on voit bien le genou valgum avec une déviation de la rotule qui part en interne. Alors finalement, elle avait un angle Q qui était globalement respecté. On était à 10 degrés, donc on est sur la partie haute des normes de l'angle Q, mais on n'est pas hors norme. On retrouve la pronation au niveau du médio-pied. Quand on la regarde de dos, on voit pour le coup très bien justement les genoux qui viennent se dévier en interne. Un petit valgus calcanéen, mais qui reste quand même relativement modéré, qui est vraiment pas problématique. Elle est sur une attaque plutôt talon et du coup, voilà, elle s'organise au niveau de la pronation en ce qui concerne sa dynamique. Donc en fait, pour résumer un petit peu, la problématique chez cette patiente qui va générer son syndrome fémoro-patellaire. Donc on est sur un mécanisme de pronation, il y a une épine irritative qui peut nous embêter un petit peu, mais on a également une hypermobilité en fait au niveau de la rotule, un défaut de stabilisation par ces rétinaculums fémoro-patellaires. On va passer du coup sur la diapo d'après. Voilà, là on est dans le plan d'appareillage. Donc c'est une patiente chez qui j'ai fait 2 paires de semelles, une paire de semelles pour les chaussures de ville, une paire de semelles pour les chaussures de sport. Je suis parti sur une base fine en 1,5 mm. Pourquoi? Parce que on n'est pas sur un pied qui est très pronateur. Il y a de la pronation, mais elle n'est pas majeure. Elle est assez légère, 55 kg. Donc le but c'était plutôt de lui donner une élasticité au niveau de la semelle, la soutenir bien sûr, mais sur quelque chose d'assez élastique pour pareil favoriser son côté aérien et essayer de la reprogrammer dans sa course sur cette composante-là plutôt que de la conforter sur de la pronation.
sur du terrien, pardon. J'ai mis des BRC, donc de 3 mm. Donc, je suis monté un petit peu par rapport à ce que j'avais testé parce qu'on est parti sur une base plus fine. Par contre, j'ai mis des rigidités au niveau des corrections assez élevées. Donc, au niveau de la voûte interne, j'ai alterné du 6 et du 5 pour contrer justement le fait d'être parti sur une base un petit peu plus fine. J'ai mis un médio-pied également en 5 pour vraiment éviter un mécanisme de torsion. Donc, en fait, ça fait des semelles qui sont assez nerveuses. On arrive, alors quand elles sont neuves, elles sont rigides, mais très rapidement, quand elles sont faites, en fait, on a quelque chose qui est très réactif, qui contrôle la pronation et qui donne un bon rebond. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Du 4 au niveau du talon, j'ai stabilisé quand même les extérieurs pour la stimuler et surtout, j'ai fait un travail d'avant-pied. Donc des deux côtés, en fait, au niveau de la première tête métatarsienne, je suis monté sur des valeurs assez hautes parce que même si l'épine irritative était plutôt à droite où j'ai mis du 7, quand on regardait le pied gauche au niveau de la statique, on avait quand même une décharge de la partie interne pour surcharger son côté externe. Donc c'est pour ça que j'ai mis du 5 à ce niveau-là. Au niveau du travail, au niveau de la hauteur des voûtes, donc j'ai voulu symétriser le traitement. Donc on est sur 21,2, 21,3. Pareil pour contrer sa pronation sans avoir trop d'action sur son bassin. Et en fait, voilà, sur des scolioses, je préfère être assez prudent au niveau de l'axe pelvien. Je n'ai pas mis de talonnette non plus. Elle avait quelques douleurs dorso-lombaires, mais ce n'était pas majeur. Et je pense qu'elles étaient plutôt majorées par le fait que sa pronation reportait son bassin et son centre de gravité en avant, donc reportait son bassin en position avant. Donc le fait de contrer un petit peu la pronation, ça allait jouer là-dessus. Et du coup, voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait quand même un petit peu plus de voûte externe pour justement essayer de la stabiliser également au maximum au niveau de sa dynamique. On peut passer, ouais. Juste de rien. Je comprends que tu changes le recouvrement. Est-ce que ça t'arrive aussi de changer un peu la dureté ou l'épaisseur, étant donné que tu fais une paire pour la ville et une paire pour le sport qui va sûrement être un peu plus sollicitée? Ouais. Là, tu l'as pas forcément fait. Je pense que ça va être plus avec le recouvrement. Mais est-ce que ça t'arrive aussi d'augmenter en fait un peu les duretés? Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Ou des fois, ce qui peut arriver aussi, c'est de faire une base en 2 mm par exemple pour le sport et une base en 1,5 pour la ville. Et donc, si on est en 1,5, il faut retravailler forcément les zones de rigidité. Donc, ouais, des fois, là, je suis parti vraiment sur une base. Je lui ai fait 2 bases en 1,5. On est resté sur la même chose parce que je pense que c'était ce qu'il lui fallait pour sa course à pied. Mais des fois, effectivement, il m'arrive de faire 2 choses différentes sans changer uniquement le revêtement. Et l'autre question qui est un peu plus personnelle, c'est est-ce que quand tu as ce type de patient, c'est toi qui vas amener à proposer en leur expliquant que ce serait mieux d'avoir une semelle, même par rapport au recouvrement pour la ville et pour le sport, c'est une demande du patient, ou comment tu as amené à pouvoir lui proposer une deuxième paire de semelles en fait? En fait, là, comment ça s'est passé, c'est que elle était donc sur des talons plutôt du 8 cm avec un volume chaussant un petit peu réduit. Donc, je lui ai expliqué que clairement, faire une semelle qui serait aussi performante pour le sport que pour la ville, ça passera pas. Et que je pouvais pas lui faire une semelle qui rentre dans ses chaussures de ville et qui puisse également être efficace et convenir à ses chaussures de sport. Donc, d'une part, on a discuté pour qu'elle adapte un petit peu quand même sa façon de se chausser. Donc, je lui ai demandé de partir plutôt sur des talons 5-6 cm. Qu'elle garde bien sûr ses talons de 8 pour quand elle a une soirée pour se faire plaisir de temps en temps, mais pas au quotidien. Et donc, elle, naturellement, elle m'a dit, du coup, est-ce que j'ai pas intérêt à faire 2 paires? Je lui dis, si, ça serait plus simple au niveau de la thérapeutique. Donc, c'est plus, voilà, comment ça se dessine pour moi, les patients qui veulent 2 paires, c'est pas moi qui vais leur proposer. C'est en général dans la discussion, ils comprennent que c'est plus pertinent. Ou alors, des fois, on a des patients qui, au moment de la visite de contrôle, où ils portent les semelles et puis au bout de quelques semaines, ils me disent est-ce que c'est possible d'en avoir une deuxième paire parce que soit ça m'agace de changer mes semelles de chaussures, ou alors je suis un petit peu épais. On en avait déjà parlé au niveau de la consulte et puis ils me disent je préférerais avoir une paire un peu plus fine pour la ville et puis l'autre modèle pour le sport. Ok, et ça c'est peut-être un peu plus personnel, mais on a eu la question hier. Est-ce que toi tu vas faire une tarification, tu vas juste enlever l'examen clinique ou tu vas faire une tarification en plus sur la deuxième voire troisième paire? J'enlève le bilan et 5 €. Genre, en gros, il paye 50 € de moins que s'il payait la paire de semelles, la première en fait. Et par contre, il m'en prenne 2 ou 3. Je fais pas de prix dégressif après pour les 2 ou 3. Ils ont le prix pour la deuxième paire qui reste et s'ils veulent une troisième paire, c'est également le même prix. Ok, très clair. Et je leur laisse 6 mois.
en général également, c'est-à-dire celui qui m'appelle au bout de 10 mois qui me dit je veux une deuxième paire, non, là au bout de 10 mois on refait un bilan, quoi. Donc souvent ceux qui me disent je vais réfléchir si je veux une deuxième paire ou pas, je leur dis globalement on le fait au bout de 6 mois parce qu'après s'il y a des changements dans l'examen, moi quoi, je veux pas refaire une paire de semelles au bout d'un temps long sans refaire de bilan parce que il y a des choses qui ont pu changer, quoi. Voilà, donc au niveau du traitement, donc au niveau des revêtements, j'ai mis le simili-cuir pour les chaussures de ville et le sport EVA, le bleu de 3 mm pour les chaussures de sport. Au niveau de ces chaussures de sport, justement, donc on est parti sur des chaussures, les On Running en drop de 6 mm. Donc elle était sur des Cumulus à la base, donc les Cumulus, c'est un drop de 12 mm. La On Running, c'est peut-être pas une marque qui est connue par tout le monde. Je pense qu'il fallait être plutôt hypocorrecteur pour le sport. Alors, ça serait intéressant de savoir pourquoi moins corrigé pour le sport, du coup, alors que justement, au sport, on augmente le poids du corps de manière hyper importante à la course. Il faut savoir que le poids du corps qui s'exerce sur la rotule à partir de 30 degrés, on est à une fois le poids du corps, du coup, quand on est en marche, et on est à 3 fois le poids du corps quand on est en course à pied. Donc, je pense que la course à pied, par rapport à la marche, on a toujours un contact au sol. Donc, ça diminue forcément la charge. La course, c'est une alternance de saut et d'impact vraiment unipodo. Donc, on a vraiment une charge qui est vraiment importante. Donc, sur une semelle qui est en 1,5, mettre une charge et une force beaucoup plus importante au niveau de la semelle, c'est l'écraser également un petit peu plus. Je ne suis pas persuadé qu'on ait l'efficacité. Après, pourquoi pas, je pense que c'est à tester. Mais moi, dans ma réflexion, je suis plutôt à avoir des corrections un petit peu plus efficaces sur le sport que sur la ville. Voilà. Aussi effectivement des utilisateurs qui vont passer, ils vont faire un 2 mm pour la ville, 2,5 pour le sport. Comme disait Dorian, c'est 3 fois le poids du corps quand on court. Et en plus, ça va dépendre de l'activité sportive également, quoi. Ça va pas être le même poids à 10 km/h, 15 km/h, etc. De même que, de mémoire, juste en descendant des escaliers, eh bien, on va augmenter tout simplement le poids du corps sur la partie plantaire. Exactement. Ou même, clairement, c'est pas l'action de la semelle, je la différencie entre un patient qui va avoir un travail en chaussures de sécurité à marcher 10 ou 15 km par jour. Je pense aux préparateurs de commandes, par exemple, qui marchent énormément, tous les mecs qui bossent en logistique, par rapport à celui qui a un travail de bureau, qui va faire sa voiture ou son bus, son bureau. Il va aller du bureau à la machine à café, de la machine à café à la pause clope, et il va marcher finalement beaucoup moins que ces gars-là. Donc, la semelle, il faut aussi la réfléchir un petit peu différemment. C'est exponentiel. Ouais, également beaucoup plus de répétitions de mouvements sur un coureur. Alors elle est pas marathonienne, mais c'était un objectif. Alors là, elle était blessée, donc ses objectifs étaient un petit peu tombés. Mais c'est vrai qu'un gars qui prépare également un marathon, donc qui déjà va nous faire 42 km d'un coup, et puis qui va faire son plan d'entraînement, il suffit qu'il fasse plusieurs marathons par an. Les semelles, il faut vraiment qu'elles puissent encaisser le coup sur le plan biomécanique. Donc, pour en revenir aux chaussures, du coup, On Running, c'est une marque suisse qui travaille vraiment d'une manière spécifique. Alors, c'est des chaussures qui sont très légères. Donc, ça, c'est vraiment flagrant, le poids de ces chaussures-là. Donc, ils travaillent au niveau de l'amorti. C'est pas leur bloc semelle en mousse qui crée l'amorti, c'est les crampons. En fait, ils ont des crampons qui forment des boucles comme ça, creusent, et du coup, qui vont permettre d'avoir un phénomène d'élasticité. Et au-dessus de ce crampon, ils ont leur semelle en EVA classique. Je ne sais pas si c'est le EVA d'ailleurs, mais enfin, un genre EVA, et qui est hyper ferme, qui ne donne pas du tout d'amorti. Donc, ça fait des chaussures qui sont très dynamiques, très légères, et qui ont quand même un petit amorti, un petit confort. Donc, pour quelqu'un qui est aérien, c'est plutôt quelque chose qui reste relativement adapté. Donc, j'ai également demandé de limiter la hauteur des talons. Donc, ça, c'était un petit peu un deal, tout en faisant en sorte aussi, donc l'été, elle veut garder ses chaussures ouvertes, donc pas de problème. Le deal, c'est que tout le reste de l'année, elle soit vraiment hyper sérieuse sur ses semelles, donc c'est pour ça qu'elle a accepté quand même de limiter la hauteur des talons. Et donc voilà, on a fait un contrôle sous 3 mois. Donc elle avait vraiment une nette amélioration. Les douleurs dorso-lombaires étaient plus du tout présentes, donc ça veut dire que c'était
plutôt, je pense, adaptatif à sa morphologie, à l'axe de son membre inférieur, ses lombalgiques, réellement à sa scoliose, et au niveau de ses gonalgies. Donc, elle avait vraiment quasiment plus de douleur. Ça lui arrivait parfois, c'était pas constant, sur des sorties un petit peu plus longues ou très irrégulières, sur des sols très irréguliers, d'avoir encore un petit peu de douleur. Donc, c'était quand même quelque chose qui traînait depuis 1 an. Donc, pour moi, c'était pas inquiétant. Par contre, voilà, ce que je lui ai conseillé, c'était de renforcer son quadri et de l'assouplir également. Donc, elle avait clairement pas le temps de faire du kiné parce que bon, elle avait son job, mais elle était en évolution en fait de poste au niveau de son travail, donc elle faisait des horaires assez importants. Donc, moi, je lui ai conseillé de faire la chaise contre un mur et également d'assouplir. Donc, pas uniquement renforcer, donc assouplir, tant qu'à faire d'assouplir, je lui ai dit également son triceps sural, mais également assouplir son quadriceps pour limiter au maximum les tensions qui s'exercent au niveau de sa rotule. Je termine juste et je réponds aux questions. Ce qui est important aussi, ce qui est intéressant, c'est pour des patients, chez les sportifs, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ceux qui ont un boîtier d'électrostimulation, on peut leur dire, en plus de coller leur patch sur le vaste interne pour essayer de le renforcer encore un petit peu plus de manière spécifique. Elle n'avait pas de boîtier d'électrostimulation. Donc, la chaise va remuscler le quadriceps d'une manière vraiment globale, mais ça va quand même l'aider. Et par la suite, on s'est recroisés, elle avait plus de douleur et elle avait pu réaugmenter également sa fréquence de course à pied. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Elle n'avait pas replanifié d'objectifs en course parce que elle n'a pas forcément le temps de faire une préparation complète, mais c'était quelque chose qu'elle envisageait. Peut-être pour les années à venir. Alors, du coup, au niveau des questions, donc vu la hauteur des talons pour les chaussures de ville, tu en prends en compte dans la confection des semelles? Oui. Là, j'ai pas fait de prise en charge en équin, de scan en équin parce que au niveau du galbe de la semelle, c'est une semelle qui est assez élastique, donc au final, ça va s'adapter. Mais sinon, d'une manière assez courante, je fais des prises d'empreintes en équin. On avait fait un webinaire là-dessus, il doit être dans les replays. Je sais pas si vous l'aviez vu sur les différentes façons de prendre les empreintes. Et justement, j'avais fait un point sur comment faire pour prendre une empreinte quand on est en chaussures à talons. Donc peut-être à faire un point là-dessus. L'évitement au niveau du talon, c'est quelque chose que j'aime bien. Je le fais de manière quasiment systématique. En fait, pourquoi? Parce que je trouve que ça donne une meilleure élasticité au niveau de la semelle, au niveau de l'arrière. Et puis surtout, je trouve que c'est ce qui fait gagner le plus de place au niveau de l'arrière de la chaussure pour éviter d'avoir des patients qui disent je perds un petit peu ma chaussure au niveau du talon. On supprime complètement la matière, donc on est vraiment sur quelque chose de très fin. Donc c'est pour ça que je suis vraiment adepte de l'évitement au niveau du talon. Et du coup, voilà, les semelles 3D dans des chaussures ouvertes, clairement, j'ai du mal. Alors, ce que je conseille au niveau des chaussures ouvertes, donc il y a Picolinos là, qui fait des chaussures ouvertes. Bon, c'est pas toujours très… les jeunes ne sont pas forcément fans, mais plutôt pour les personnes, on va dire, à partir de 45 ans, c'est des modèles qui commencent à plaire. C'est des chaussures ouvertes et ils ont mis un tout petit rebord de cuir, en fait, sur tout le rebord de la chaussure. C'est nickel, la semelle, elle se cale très bien. Sur la chaussure complètement ouverte avec un truc là, une bride entre les orteils, bon là non, ça rentre pas. Et sinon, ça va être les chaussures qui sont ouvertes mais qui ont un petit truc derrière qui cale le pied, également un petit maintien sur l'avant. Là, c'est pareil, une semelle, ça se cale vraiment très bien. Avec le pied du patient dessus, ça se voit pas. Donc voilà, pour certains, j'oriente vers certains modèles. Pour elle, je lui ai conseillé effectivement certains modèles, mais clairement, je ne peux pas lutter contre ces Spartiates ou des chaussures de ce type. Donc voilà, le deal, ça a été vraiment, OK, l'été, on peut se passer des semelles en faisant bien sûr du mieux possible. Par contre, voilà, si elle essaie d'acheter des chaussures, qu'elle puisse trouver des chaussures dans lesquelles on arrive quand même à mettre une semelle orthopédique. J'avais une autre question, Dorian, pour les talons. Enfin, c'est deux questions. Est-ce que toi, tu viens couper le simili-cuir en 3/4 ou tu le laisses entier? Et est-ce que tu viens rajouter peut-être un velcro ou un antidérapant ou alors pas besoin, la semelle, elle est calée dans la chaussure et elle ne bouge pas? Ça m'arrive, je suis pas fan de la semelle découpée en 3/4. Il faut vraiment que le patient me le demande. Et du coup, à ce moment-là, quand elle est découpée en 3/4, donc voilà, deux solutions. Soit les pots de grippe, là, c'est des espèces d'antidérapants. C'est comme un caoutchouc, en fait, assez souple, qu'on colle au niveau du talon. Soit effectivement des velcro. Donc, comme il y a l'évidement,
je prends les Velcro, il y a différentes versions, ils sont plus chers, ceux-là, mais ils sont extrêmement fins, vraiment hyper plats. Je sais que je les achète. Je crois que c'est chez Capron, je crois. Sur Internet aussi, je les avais trouvés. Et vraiment, en fait, il y a vraiment deux versions. Il y a un qui est extrêmement plat. D'ailleurs, les patients, quand ils veulent remplacer le velcro dans leurs chaussures, s'ils commencent à s'user, ça agrippe pas. Il faut leur donner plusieurs pastilles ou plusieurs morceaux pour qu'ils puissent le mettre. Comme ça gagne vraiment en épaisseur. Mais ouais, je suis pas du tout adepte de la chaussure ouverte. Alors après, ceux qui habitent dans le sud où les patients passent quasiment 6 mois en chaussure ouverte, bon, ben là, il faut absolument trouver des astuces. Donc, je pense que si j'étais dans cette situation-là, effectivement, je mettrais beaucoup plus de 3/4. Nous, globalement, les chaussures ouvertes, ça va être 2 à 3 mois, sachant que dès qu'elles font du sport, dès que les patients font du sport, bon, ben, ils mettent les chaussures fermées avec la semelle dedans. Dans nos patients, dans nos patientes, parce que c'est plutôt un problème féminin quand même, la chaussure ouverte, celles qui ont des chaussures de travail qui vont être fermées, donc chaussures de sécurité, ou même je pense les personnes qui travaillent en milieu hospitalier vont pas pouvoir mettre de chaussures ouvertes au travail. Donc à ce moment-là, c'est pareil, je leur dis, ben, vous mettez vos semelles durant toute la période du travail, et puis bon, ben, vous mettez vos chaussures ouvertes après en vous faisant plaisir sans problème. Donc c'est il faut déjà savoir comment ils se chaussent au quotidien. Et c'est vrai que voilà, quelqu'un qui est chaussé au quotidien en chaussures ouvertes, au boulot, on va dire chaussures ouvertes plus le week-end, ben, j'essaie de voir une aponeurosie plantaire, par exemple, sur un affaissement de voûte, une personne qui va passer l'été avec des chaussures ouvertes très plates et sans semelle, ça va pas aller. Donc moi, je leur explique très clairement que ben, si je les ai vus, par exemple, au mois de mai, que cet été, ça va être beaucoup trop court pour avoir une action thérapeutique assez importante pour pas avoir de récidive au niveau de la ponévrosite. Donc à ce moment-là, il faut que les patients comprennent que c'est aussi pour leur bien. Et c'est comme tout traitement, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut que le patient puisse adhérer. Après, bah, s'ils veulent pas, je leur dis, bon, bah, à ce moment-là, vous passez l'été avec vos douleurs et puis vous commencerez à être soulagé à partir du mois de septembre, quoi. Mais il faut aussi qu'ils soient responsables, on va dire, de leur traitement. Voilà. Ok, c'est clair. Je rappelle que oui, Dorian est à Châteauroux. Il y a donc à peu près 3 semaines de soleil dans l'année, donc il n'est pas amené à équiper beaucoup de Alors, patients avec. c'est pas vrai, j'avais regardé le taux d'ensoleillement. On est au-delà de la Corse, donc non, c'est pas vrai non plus. Mais on a quand même du soleil. Pas aujourd'hui, mais globalement, on a pas mal de soleil. Mais il fait moins chaud que sur la côte d'Azur. Ok. Bon, en tout cas, merci Dorian. Peu mieux dans la région parisienne, c'est sûr. Sandrine, c'est pas beaucoup mieux par chez nous. Merci en tout cas Dorian. Dorian, il a réalisé des webinaires depuis le début du confinement. Je sais plus combien en tout, mais énormément avec Adrien également. On va continuer à réaliser ce type de webinaire, peut-être sur d'autres choses, pas forcément mettre en avant de la semaine scientifique. Là, j'avais noté de parler des différents tests qui existent sur le genou ou des chaussures et des différents chaussants qui existent. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées. On a fait des webinaires de façon régulière. On va essayer de continuer, mais ça va être peut-être de façon entre guillemets plus ponctuelle, à savoir, je pense, une fois toutes les 2 semaines, 2 fois par mois. Donc, envoyez-nous nos idées. Merci encore en tout cas d'avoir suivi, d'avoir posé vos questions, d'avoir animé un petit peu la discussion. Et je vous souhaite à tous en tout cas une bonne reprise qui va être dans des conditions un petit peu exceptionnelles, mais en espérant que tout le monde va pouvoir reprendre une activité entre guillemets normale assez rapidement. Ouais. Merci à tous. Merci Dorian. Bonne à tout le monde et puis bon courage. Merci Maxime et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut.